l'appétit venant en mangeant, il ne faudra pas s'étonner que les forces armées rwandaises et leurs milices, enhardies par la passivité de la communauté internationale, poursuivent sans coup férir leurs expéditions colonisatrices vers les zones minières du sud Kivu, au-delà de la colline de Ngungu, ou vers l'ouest, dans le territoire de Walikale. Nos relations avec le peuple rwandais ne doivent pas souffrir du brigandage du régime qui a mis le grappin sur le Rwanda depuis 1994. Et j'ai insisté ici, de manière non démocratique. C'est non démocratiquement que ce régime est au pouvoir au Rwanda. Si on posait la question aux Rwandais aujourd'hui, démocratiquement, par une élection libre, je serais étonné que ce régime puisse rester au pouvoir. Info 243 au cœur de l'actualité. C'est à une offensive très sophistiquée que notre pays se trouve confronté depuis plusieurs années avec le régime rwandais. Un régime qui est arc-bouté sur les dividendes qu'il tire de la mise à sac du Congo, de concert avec beaucoup de complices en Afrique et hors du continent africain, notamment en Occident. Et je suis convaincu que la priorité pour tous les Congolais aujourd'hui devrait être celle de trouver les voies et moyens d'en finir avec cette offensive cynique, barbare, inhumaine et injustifiée qu'ils subissent. Au plan intérieur, j'observe malheureusement que dans la classe politique congolaise, il y a une sorte de tendance à la distraction autour des tensions intestines à quelques mois des scrutins électoraux que nous attendons pour la fin de l'année, des tensions qui se manifestent à travers les futilités que nous nous échangeons les uns les autres et qui font le lit, en fait, de l'agresseur et qui donnent à l'agresseur l'occasion de surfer sur l'inclinaison de la classe politique congolaise à s'écharper autour des colifichets du pouvoir et des avantages égoïstes au détriment de ce qui est essentiel, c'est-à-dire la mise en commun des efforts pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Nos élites se regardent en chiens de faïence pendant que leur pays est agressé. Leur rapport, au lieu de se resserrer face à ce danger, partent littéralement en vrille à la satisfaction des envahisseurs et des prédateurs. Au plan international, le régime du président Kagame au pouvoir à Kigali est convaincu que le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont on sait qu'il est essentiellement contrôlé par les puissances occidentales, est tellement préoccupé par la guerre en Ukraine qu'il ne prêtera pas suffisamment d'attention à ces querelles qui surviennent en Afrique subsaharienne, dans l'espace négro-africain. C'est ce qui permet à ce régime qui joue le rôle de garde-chiourme des intérêts stratégiques et économiques des Occidentaux. On le voit au Mozambique, on le voit en Centrafrique, on le voit au Darfour, de s'imaginer que les Occidentaux ne pourront jamais exercer une forte pression pour l'amener à lever le pied sur le Congo. Et nous allons vérifier cela avec la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, le pays francophone le plus important dans le monde, et nous verrons bien comment il va s'exprimer sur cette agression qui nous a coûté des millions de vies humaines relativement à l'attitude
impénitente du Rwanda, qui a perdu moins d'1 million de personnes lors du génocide de 1994. Mais il n'y a rien dans cette attitude des Occidentaux qui devrait nous étonner. Il n'y a rien là qui devrait nous pousser à nous morfondre dans des lamentations. Car comme j'aime souvent à le répéter, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Pour autant, le choix que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a fait de ramener à la surface, partout et de manière incessante, la cause primordiale des malheurs qui assaillent notre peuple depuis 1996, ça fait près de 3 décennies, ce choix mérite d'être soutenu par tous les Congolais et par tous les vrais amis du Congo. Parce qu'au-delà des controverses politiques, des controverses philosophiques inhérentes à la nature démocratique du régime qui est le nôtre depuis quelques années, il faut féliciter cette persévérance du chef de l'État face à cette agression brutale et injustifiée perpétrée par une véritable association de malfaiteurs, à la tête de laquelle se trouve le président rwandais. Mais au lieu de cela, nous entendons des voix s'élever ci et là pour décrier notamment son dernier voyage à Genève, en Suisse, avec les habituels sarcasmes railleurs dans lesquels beaucoup d'analystes et des acteurs politiques sont passés maîtres dans notre pays. On questionne l'opportunité de ces multiples déplacements du président à l'étranger, alors que le pays est en guerre. J'ai personnellement regardé avec beaucoup de surprise des images et vidéos postées sur un site des réseaux sociaux avec des commentaires selon lesquels le président serait allé en Suisse, je pense que vous l'avez vu, pour assister à un mariage que l'on présentait comme s'étant déroulé en Suisse. En réalité, l'événement, puisqu'il a eu lieu à Kinshasa, puisque moi-même j'y avais été convié. Il s'agissait du mariage de la fille d'un des collaborateurs du président, en l'espèce le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui mariait sa fille. Et le président de la République, avant de prendre l'avion pour la Suisse, avait tenu à aller à l'hôtel Fleuve Congo pour honorer le président Mbosso et sa fille qui se mariaient. C'est un comble de mauvaise foi. De telles attitudes inconséquentes peuvent être multipliées à l'infini. Ils font le lit de notre agresseur. Lorsqu'un pays est attaqué et qu'au lieu de se souder derrière le commandant suprême des forces, les gens se mettent à chercher à le ridiculiser, c'est du pain béni pour l'agresseur. Parce qu'il compte en plus sur l'indifférence d'une communauté internationale recroquevillée dans des vœux pieux, des déclamations rituelles et vagues, des rudiments du droit international humanitaire. Aucune sanction, aucune condamnation de l'agression rwandaise. Et je voudrais ici, m'exprimant devant la presse nationale, dire que l'un des axes principaux de cette agression rwandaise à l'est du Congo depuis près de 3 décennies est sémantique, c'est-à-dire relatif au sens et à la signification que l'on donne aux mots. Il ne faut donc pas tenir rigueur au président Tshisekedi d'accorder aux mots l'importance ainsi qu'il l'a démontré en prenant part lui-même à cette 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a eu lieu à Genève en Suisse
parce que sa présence à la tête de la délégation de la République démocratique du Congo à ce forum a donné une forte redondance, un grand retentissement à la voix des Congolais qui font les frais depuis 1996 des agressions du Rwanda. Nous savons tous que les morts causées par ces agressions récurrentes se comptent en millions d'hommes, de femmes, d'enfants inoffensifs. Nous savons qu'à cela s'ajoutent d'autres crimes contre l'humanité. Viol, recrutement d'enfants dans des groupes armés, destruction de l'écosystème environnemental, déplacement forcé des populations chassées de leurs terres et errant comme des réfugiés ou des apatrides à l'intérieur de leur pays ou à l'étranger. Il revient en premier lieu au chef de l'État le devoir d'exiger justice pour tant de crimes impunis contre son peuple. Et lorsque M. Tshisekedi déclare lundi devant ce forum des Nations Unies de Genève qu'il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo pour créer les conditions de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles de tout temps dans le monde les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême, lorsqu'il dit qu'on ne peut pas défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Congo en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ces populations par des groupes armés terroristes, il place à juste titre la communauté internationale dont le silence vis-à-vis de ces crimes frise la négation du plus fondamental de nos droits, le droit à la vie, devant ses responsabilités dans la perpétuation de ces souffrances humainement inacceptables que la principauté militaire en place à Kigali impose au peuple de la région des Grands Lacs. À mon avis, de pareilles polémiques révèlent l'effervescence du front intérieur dans cette guerre qui est faite à la République démocratique du Congo. Un front dont les objectifs sont l'affaiblissement moral et, à terme, l'effondrement du Congo à partir de l'intérieur même de ses frontières. L'agresseur rwandais et ses alliés tentent ainsi de subjuguer la conscience des Congolais avec des idées saugrenues, comme celle selon laquelle, pendant une agression, le président de la République doit se limiter à exercer exclusivement ses attributions de chef suprême des forces armées. Il ne doit plus gérer le pays, il doit simplement s'occuper de commander l'armée. Une autre idée, ce serait qu'il ne devrait pas voyager, il doit s'isoler dans un bunker à l'intérieur des frontières nationales, sans communiquer avec qui que ce soit. Alors que nous voyons un pays comme l'Ukraine en but à une attaque de la deuxième puissance militaire mondiale qu'est la Russie, le président Volodymyr Zelensky ne cesse de sortir de son pays pour porter la voix de son peuple à travers les 4 continents, les 5 continents. Pour ma part, vu ce qui précède, j'estime que le président Tshisekedi a correctement cerné les contours de la situation qui embrase son pays, dont nous savons tous qu'ils plongent leurs racines dans certains milieux financiers occidentaux, auxquels le régime de Kagame ne sert que de courtier. Le dessein de l'agresseur est de mettre sous coupe réglée les richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Ce projet ne date pas d'hier, vous le savez, car il avait déjà éclos
dans l'esprit des plénipotentiaires représentant les parties prenantes à la conférence de Berlin sur le bassin du Congo de 1885, lorsqu'ils décidèrent de considérer notre pays comme un no man's land, une res nullius, une terre de personnes, peuplée de sous-hommes, dont ils avaient le droit de se partager les immenses richesses, une colonie internationale, ouverte à l'exploitation de tous et régentée par le roi des Belges, Léopold II, dont on a l'impression que Paul Kagame veut prendre la succession aujourd'hui. Il n'y a rien de présent qui ne plonge ses souches dans le passé. Les Congolais doivent en prendre conscience. Ils ne doivent plus tolérer cette vision déshumanisante de leur pays. 138 ans après la conférence de Berlin sur le bassin du Congo, la détermination de certains capitalistes occidentaux à maintenir leur mainmise économique sur cet espace ne semble pas avoir pris le moindre ride. Pour eux, ce pays et les richesses qu'il contient ne doivent appartenir à personne en particulier, même et surtout pas à ces populations autochtones que nous sommes. Seules les méthodes d'appropriation ont évolué en fonction de la politique internationale. À l'invasion directe du passé, insoutenable aujourd'hui, parce qu'on se trouve dans le contexte d'un État devenu membre de l'Organisation des Nations Unies, on préfère maintenant le service rétribué du négrier des temps modernes qu'est devenu le président Paul Kagame, dont on s'efforce bon an, mal an, de faire oublier le brutalisme, pour reprendre une expression chère au professeur congolais Eli Kiambokolo, et ce au nom d'une conception évanescente de la bonne gouvernance dont ses complices le proclament jour après jour le champion. Mesdames, Messieurs de la presse, en prenant le taureau par les cornes pour indexer partout où il peut être entendu l'agresseur de son pays, Félix Tshisekedi fait œuvre utile. La désignation de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2024 par le 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, après 33 ans d'absence dans ce cénacle en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale, qui est habilité à prendre des décisions obligeant les États membres, est à cet égard à considérer comme un plus dans la partie de poker qui oppose le Congo à la principauté militaire du Rwanda depuis 1996. L'autre bonne nouvelle, c'est la montée en puissance possible des forces armées de la République démocratique du Congo, grâce à la fin de cet embargo déguisé dans lequel on nous maintenait et qui bridait les capacités défensives du pays et que la diplomatie active du chef de l'État et de son gouvernement est parvenue à faire lever. Car malgré les succès qui mettent à mal son aventure prédatrice au Kivu, le président Kagame et ses phalanges persistent dans leur agression contre le Congo. Et nul ne peut de bonne foi rendre la République démocratique du Congo et son président responsables de ce gangstérisme d'État contre lequel nous devrions tous nous lever avec détermination. Je dois attirer votre attention sur l'évolution de la rhétorique sous-tendant l'agression rwandaise au Congo et qui devrait nous interpeller quant à la quintessence du paradigme de cette invasion. Auparavant, il était question d'une guerre d'usure, d'une guerre de pillage, de rapine, adossée à un supposé droit de poursuite
des génocidaires Interahamwe regroupés au sein des FDLR. Désormais, le narratif a changé. Officiellement, les Rwandais s'attellent de plus en plus à travestir l'histoire en revendiquant certaines portions du territoire congolais qui reviendraient à leur pays. Dans le discours qui est instillé ces jours-ci par les extrémistes au pouvoir à Kigali, les territoires congolais comme Rutshuru, Masisi, Nyiragongo sont présentés comme des entités de l'État rwandais que la conférence de Berlin de 1885 aurait amputées au profit de la République démocratique du Congo et que ceux que l'on appelle les rwandophones du M23 voudraient rétablir dans la situation antérieure. Je ne m'étendrai pas longtemps sur cette hérésie historique qui ne repose sur aucun fait et dont l'historien Isidore Ndaiwel a démontré la vacuité en soutenant qu'au moment de la création des États coloniaux, ce sont plutôt les royaumes congolais qui avaient perdu des terres pour assouvir le projet du chancelier allemand Otto von Bismarck, hôte de la conférence de Berlin, de disposer d'un petit domaine privé sur ce qui est devenu par la suite le Rwanda ou Rundi après l'armistice post-Berlin. Constatons simplement à travers ces divagations sémantiques que les turiféraires du régime rwandais ont de plus en plus tendance à emboucher les trompettes des revendications territoriales, absurdes et incohérentes, pendant que l'armée gouvernementale de Kigali entreprend sous le couvert du M23 une véritable opération de colonisation des territoires congolais dans le Kivu, sous le regard impavide de toutes les organisations internationales et régionales. Des informations en ma possession établissent que le nettoyage ethnique par la terreur auquel se livrent aussi bien les ADF que la coalition de l'armée rwandaise et du M23 sera bientôt suivi par l'organisation d'un référendum pour l'autonomisation ou l'annexion pure et simple au Rwanda des territoires congolais ainsi conquis et repeuplés par les soins de la principauté militaire de M. Kagame. On ne peut pas expliquer autrement le fait que malgré l'opposition des représentants légitimes des populations Hutus et Tutsis congolais, parce qu'il n'y a pas de rwandophones au Congo, pas plus qu'il n'y a de rwandophones au Burundi. Ce sont des Hutus et des Tutsis du Congo, comme il y a des Hutus et des Tutsis au Rwanda, comme il y a des Hutus et des Tutsis au Burundi. Malgré l'opposition des représentants légitimes des populations Hutus et Tutsis congolais, partageant ces territoires du Kivu avec d'autres communautés avec lesquelles elles entendent vivre en bonne intelligence, malgré leurs réclamations et leurs protestations, le président Kagame continue à étendre ses tentacules, notamment sur les chaînes montagneuses de Karuba, Rubaya, Gungu, que l'on sait gorger de minerais indispensables aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par la suite, l'appétit venant en mangeant, il ne faudra pas s'étonner que les forces armées rwandaises et leurs milices, enhardies par la passivité de la communauté internationale, poursuivent sans coup férir leurs expéditions colonisatrices vers les zones minières du sud Kivu, au-delà de la colline de Ngungu, ou vers l'ouest, dans le territoire de Walikale, riche de toutes sortes de minerais. Il y a donc péril en la demeure, véritablement. Et tous les Congolais ont le devoir de se mobiliser pour la survie de leur pays qui passe par le recouvrement de toute son intégrité territoriale. Il n'y a pas d'autre alternative.
Mesdames, Messieurs de la presse, les malheurs causés par l'avidité insatiable du président Kagame et son régime au Congo ne peuvent plus être tolérés. Mais l'intérêt supérieur de la nation recommande, comme le demande le président Félix Tshisekedi, de nous abstenir de porter nos réactions à un niveau d'incandescence qui étendrait à des communautés entières la responsabilité assumée par un régime non démocratique, donc non représentatif, même du peuple rwandais dans son ensemble. Et j'en veux pour preuve ces dénonciations que l'on entend de plus en plus des crimes de ce régime en République démocratique du Congo, faites régulièrement par des personnalités rwandaises de premier plan, à partir de leur exil à l'étranger, puisqu'on ne parle plus au Rwanda. C'est impossible. Dans ce pays de soi-disant bonne gouvernance, la parole est muselée. Donc ces gens doivent parler à partir de l'étranger. Je citerai notamment un notable Tutsi rwandais, de premier plan, le docteur Théogène Rudasingwa, ancien secrétaire général du Front patriotique rwandais, le parti de Kagame, ancien directeur de cabinet du président Kagame, ancien ambassadeur de Kagame à Washington, un Tutsi qui a finalement décidé de se réfugier aux États-Unis d'Amérique et qui a accusé son ancien patron d'être le véritable parrain et le sponsor aussi bien du M23, mais aussi, tenez-vous bien, des ADF à l'est de la République démocratique du Congo. Cette révélation du professeur Rudasingwa rejoint celle d'un prêtre catholique belge, le père Germaud, qui, du haut de la chaire de la basilique de Kuckelberg à Bruxelles, a consacré un de ses récents sermons aux 3 génocides qui ont eu lieu dans la région des Grands Lacs. Je le cite, le génocide des Tutsis, le génocide des Hutus et le génocide des Congolais, tous commis par une seule personne, Kagame. Fin de citation. Ce prêtre a rappelé le témoignage poignant d'un de ses précurseurs, le père Serge de Souter, président du comité des instituts missionnaires de Belgique, qui, devant le tribunal international d'Arusha, sans nier le génocide de 1994 contre les Tutsis, a fustigé le fait que ce génocide soit devenu, je cite le père de Souter, un atout politique pour faire admettre et légitimer le régime de terreur du président Kagame, dans lequel il est impossible de dénoncer à l'intérieur ou à l'extérieur les vols, les pillages des biens d'autrui, les crimes contre l'humanité, les disparitions, les massacres et les assassinats que perpètrent les gens au pouvoir à Kigali sous le regard de la communauté internationale. Fin de citation. Tout bien considéré, le message de solidarité du président Félix Tshisekedi à l'endroit du peuple rwandais, littéralement chosifié par un régime sans foi ni loi, est à cet égard amplement justifié. La situation ainsi décrite appelle de la part de chaque Congolaise et chaque Congolais une attitude responsable, une participation active aux efforts visant à bouter hors de nos frontières l'armée rwandaise qui tue, massacre, viole et dépouille nos populations pour imposer une monstruosité débridée et surannée, la balkanisation. En ce moment où cette horde barbare tente de nous anéantir ou nous vassaliser, nous devons nous efforcer de modifier notre train-train quotidien.
je propose 6 pistes de solution. Premièrement, que le gouvernement soit autorisé par le Parlement, dès la rentrée parlementaire de mars, à lever un impôt substantiel pour l'effort de guerre, afin de mobiliser des ressources financières et logistiques supplémentaires suffisantes au profit de nos forces de défense et de sécurité. Deuxièmement, que la classe politique s'astreigne pendant le temps des hostilités à une trêve afin de taire les divergences et les élucubrations qui éloignent le pays de la nécessité existentielle de préserver son intégrité territoriale et la concentration du commandement de nos forces armées sur les voies et moyens de prendre l'ascendant sur l'ennemi. Troisièmement, qu'une réglementation martiale encadre désormais le discours politique dans le cadre de la pré-campagne électorale, pour que les questions liées à la défense et à la sécurité ne fassent plus l'objet d'une surenchère politicienne, comme nous l'entendons jour après jour. Une surenchère irresponsable, afin de faire en sorte que la nature démocratique de notre système ne devienne pas une pierre d'achoppement favorable à l'ennemi qui nous agresse. Quatrièmement, que les efforts au plan interne, régional et international se poursuivent. Au niveau régional avec la SADC, afin de pallier aux insuffisances opérationnelles constatées avec la force de l'East African Community. Étant donné que la SADC a, dans un passé récent, démontré qu'elle pouvait contribuer de manière efficiente à réduire les saillies criminelles du même agresseur auquel nous faisons face aujourd'hui. Cinquièmement, que nos médias, que vous représentez ici, que nos réseaux sociaux brisent les soubassements identitaires inconsistants du brigandage du régime du président Kagame lorsqu'il endosse de manière abusive le manteau de porte-parole des prétendus rwandophones du Congo pour justifier ses aventures bellicistes dans une approche purement tactique et utilitariste destinée à couvrir ses turpitudes, et que beaucoup de nos compatriotes appartenant aux communautés Hutu et Tutsi congolais, comme le sénateur Vunabandi, on l'a entendu, comme le ministre d'État Alexis Guissaro, on l'a entendu aussi, ont eu l'excellente idée d'invalider, en contestant la prétention du président d'un État étranger à s'auto-octroyer, on ne sait trop sur quelle base, le rôle de porte-parole de ces communautés congolaises. Cette prétention n'est rien moins qu'une inacceptable immixtion dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo, et on est fondé à questionner la légitimité de cette fatuité d'un dirigeant rwandais qui s'estime en droit de gérer les problèmes d'un pays qui n'est pas le sien. On a entendu ce matin encore juger des jeunes qui ont manifesté devant l'ambassade de France pour dire qu'ils devraient s'en prendre à leur président et à leur gouvernement, etc. Comme si c'était des questions qui le concernaient. Quand les Congolais manifestent au Congo sur des problèmes qui concernent leur pays. Sixièmement, enfin, que les Congolaises et les Congolais, quelles que soient les communautés auxquelles ils appartiennent, élèvent la voix à l'unisson pour condamner ces immixtions grossières du régime rwandais dans leurs problèmes. Des immixtions qui, comme d'aucuns ont eu à le faire remarquer, depuis la guerre de l'AFDL en 1996 jusqu'à la guerre du M23 aujourd'hui, en passant par celle du RCD en 1998 et du CNDP en 2008, où le Rwanda est intervenu directement, n'ont rien résolu
des problèmes auxquels Kagame fait allusion et n'ont fait qu'aggraver les supplices des Congolais sans ébranler les groupes armés négatifs comme les FDLR qui endeuillent plus notre peuple et sont devenus un allié objectif aux extrémistes au pouvoir à Kigali qui s'en servent comme prétexte de leurs incursions en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs de la presse, pour terminer mon propos, je dirai 2 mots sur les opérations électorales qui viennent de démarrer par l'enrôlement des électeurs. Je constate avec beaucoup de préoccupation une agitation qui augure de scrutins aussi chahutés que le furent ceux de 2006, 2011, 2018. Et je souhaite que l'administration électorale veille à y mettre bon ordre. Dans le deuxième ère d'enregistrement des électeurs qui couvre notamment l'espace Grand Kasaï, dont je suis ressortissant, après des débuts extrêmement laborieux, la Commission électorale nationale indépendante vient de proroger de 15 jours l'enregistrement des électeurs qui détermine la répartition des sièges, alors que, en ce qui concerne l'aire ouest, qui est le premier auquel ils avaient eu à se livrer dans lequel ils avaient eu à se livrer à cet exercice, la CENI avait octroyé une prorogation de 25 jours. Et je pose à la CENI la question de savoir pourquoi ce traitement de 2 poids, 2 mesures. Pourquoi 25 jours à l'ouest et seulement 15 jours au centre? Et j'engage avec insistance la centrale électorale à corriger le tir et à faire preuve d'équité en réservant le même traitement à tous les aires d'enrôlement des électeurs au nom du principe de l'égalité de tous les Congolais devant les services publics. Dire que nos relations avec le peuple rwandais ne doivent pas souffrir du brigandage du régime qui a mis le grappin sur le Rwanda depuis 1994. Et j'ai insisté ici de manière non démocratique. C'est non démocratiquement que ce régime est au pouvoir au Rwanda. Si on posait la question aux Rwandais aujourd'hui, démocratiquement, par une élection libre, je serais étonné que ce régime puisse rester au pouvoir. Donc il faut faire la part des choses entre les peuples et les groupes qui arrivent à la tête de certains États de manière non démocratique. Donc il ne faut pas prendre cette posture tout à fait événementielle, tout à fait ponctuelle de la présence à la tête du Rwanda d'un réseau de malfaiteurs pour juger de nos relations avec un pays comme le Rwanda ou de notre appartenance à un ensemble régional auquel appartiendrait le peuple rwandais. Donc ce n'est pas une erreur diplomatique, mais ce n'est pas une réussite. Parce que le déploiement des troupes de l'East African Community n'est même pas effectif jusqu'à aujourd'hui. À part les troupes du Kenya, les autres troupes, parce que c'est seulement les troupes rwandaises que nous avons refusées, nous avons accepté que les troupes tanzaniennes viennent. C'est l'East African Community. Nous avons accepté que les troupes burundaises viennent. C'est l'East African Community. Nous avons accepté que les troupes sud-soudanaises viennent. Les Ougandais sont là dans un autre contexte avec la lutte contre leur propre rebelle des ADF. Mais on assiste à un déploiement qui n'est pas encore effectif parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le financement pour ce déploiement. Donc ce sont des mécanismes qui tardent à se mettre en place et il faut peut-être y suppléer en faisant recours à ceux qui peuvent ne pas être l'objet de ces restrictions comme
la SADC. C'est pourquoi je demande au gouvernement d'envisager que la SADC puisse être appelée également à venir, puisque dans un passé récent, nous avons vu les prouesses, les performances de la brigade internationale qui avait été créée au sein de la force MONUSCO par les États membres de la SADC, parce que nous étions membres de la SADC. Voilà. Mais je ne dirais pas aussi que la force EAC a rallié le M23, non. Je dirais que la force EAC est faible devant le M23. Mais rallier, non. Je ne pense pas qu'ils aient rallié le M23. Ça, c'est un peu exagéré. Mais elle est faible devant le M23 parce qu'elle n'a pas encore fini tout son déploiement et que sa communication est assez problématique jusqu'à aujourd'hui. Espérons qu'à la fin de l'exercice, nous aurons une communication beaucoup plus claire et qu'il y aura une clarté dans la communication du commandement de cette force de l'EAC. L'initiateur du front interne, naturellement, il s'agit du président de la République, qui doit prendre l'initiative de rassembler son peuple. Et je pense que dans la plupart de ses communications, il fait allusion à la nécessité de constituer ce front interne et de faire en sorte que nous puissions cesser de nous distraire avec ces querelles futiles sur les élections qui vont arriver dans les mois qui viennent, pour nous concentrer sur le péril qui est en la demeure. Donc, moi, je situe cette initiative au niveau du chef de l'État qui a déjà fait la moitié du chemin parce que je me souviens même lorsqu'il a créé l'Union sacrée que nous tous nous y sommes venus, ou la plupart d'entre nous, c'était un peu dans cet esprit-là. Or, aujourd'hui, avec l'agression, plus que jamais, un tel schéma est d'utilité publique. Et donc, j'invite le président de la République à pouvoir aller jusqu'au bout de cette initiative qu'il a prise en d'autres temps, en 2020, et qui devient beaucoup plus utile aujourd'hui que le pays se trouve sous les fourches caudines d'une agression extérieure. Le président a dit que la guerre risque d'hypothéquer les élections. Et moi, j'estime que le choix démocratique, du système démocratique que nous avons fait, ne devrait pas souffrir de l'occupation des localités, de certaines localités du Nord Kivu par les Rwandais et le M23, et j'ai donné l'exemple du Nigeria. Je n'ai pas l'impression que je dis autre chose que ce que le président a dit, parce qu'il n'a pas annoncé que la guerre avait hypothéqué les élections. Il a dit que la guerre risque d'hypothéquer les élections. Nous parlons français. Il y a un risque. C'est-à-dire que si on ne prend garde, si on ne fait rien pour arrêter le délire de l'agresseur, le risque est sérieux que les élections soient hypothéquées. Personne d'entre nous ne le souhaite. Mais à aucun moment, je n'ai entendu le président annoncer que, à son point de vue, nous étions déjà dans ce schéma-là. Je pense que dans l'analyse des propos du président, on peut comprendre que c'est un appel à ceux dont le silence encourage la principauté militaire qui nous fait la guerre depuis Kigali, à rompre avec ce silence-là, parce que ce sont les mêmes qui sont habitués à faire des reproches à un pays comme le nôtre, au moindre retard pris par le calendrier politique en termes d'organisation des élections. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais le président n'a pas dit que
la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui a eu comme conséquence d'hypothéquer l'organisation des élections. D'ailleurs, pour votre nouvelle, on est en train d'enrôler les électeurs au Nord Kivu, dans l'épicentre même de cette guerre. On est en train d'enrôler des gens dans les camps de réfugiés. Donc si la situation reste telle qu'elle est, comme nous l'avons analysé aujourd'hui, les élections auront bel et bien lieu. Le président n'a pas dit autre chose. Mais dire qu'il y a un risque, c'est parce que nous ne sentons pas une volonté de la part de ceux qui, par leur silence, encouragent l'agresseur à adopter une autre attitude qui pourrait l'amener à avoir une attitude beaucoup plus conforme au droit international, et ce qui pourrait aggraver la situation et amener à une évolution qui pourrait hypothéquer justement l'organisation des élections. Mais on n'en est pas encore là, sinon le président l'aurait dit. La question de M. Mungu Tchaba, la santé diplomatique du pays, j'avais commencé par là, en saluant le fait qu'aujourd'hui, nous avons été élus comme République démocratique du Congo, membre non permanent du Conseil de sécurité pour l'exercice 2024. C'est un succès diplomatique, on ne peut pas appeler ça autrement. C'est un succès diplomatique. Nous allons représenter l'Afrique avec, je pense, un ou deux autres États au sein des Nations Unies. Vous savez, les pouvoirs du Conseil de sécurité sont importants, énormes. C'est la seule instance des Nations Unies qui prend des décisions exécutoires. L'Assemblée générale prend des décisions qui ne sont pas obligatoires. Mais le Conseil de sécurité prend des décisions qui obligent les États membres. Et nous allons siéger au Conseil de sécurité. Ce n'est pas pour faire plaisir à ceux qui ont voulu nous considérer un peu comme leur arrière-cour. Donc c'est un succès diplomatique et on le doit au président de la République. Pourquoi ne pas le dire? Ça fait 33 ans que nous n'avons plus eu cet honneur-là. 33 ans, c'est énorme, c'est beaucoup. Aujourd'hui, nous y sommes, et donc il faut saluer cela. Et puis, vous voulez m'amener dans le secteur du sport que je ne maîtrise pas très bien. Vous parlez de l'agression sportive, la fermeture des stades, des équipes qui sont appelées à jouer à l'extérieur. J'ai cru comprendre qu'il y a eu un arrangement avec la CAF, qu'on va peut-être aller jouer à Lubumbashi. Il y a un stade qui remplit les conditions à Lubumbashi, d'après ce que j'ai compris. Donc, Lubumbashi, ce n'est pas l'extérieur. Lubumbashi, c'est la République démocratique du Congo. Mais en même temps, il faut mettre les stades de la capitale aux normes. C'est la moindre des choses qu'il faut souhaiter. Il faut que les autorités congolaises mettent nos stades, nous en avons beaucoup dans cette ville, aux normes qui sont requises aussi bien par la CAF que par la FIFA. Et donc, l'interpellation du ministre des Sports est tout à fait justifiée, mais on n'interpelle pas un ministre pendant les vacances parlementaires. Hein? Excusez du peu, il faut que le Parlement soit en session. Je pense qu'au mois de... à la mi-mars, bientôt, le Parlement entrera en session. Et je pense qu'il y aura certainement des questions qui seront posées à ce ministre en ce qui concerne la situation de nos stades qui sont en décrépitude au point qu'ils ont été jugés non conformes pour recevoir des compétitions obligeant nos sportifs à aller soit à l'étranger, soit à se délocaliser vers Lubumbashi. Monsieur Jean-Pierre Kayembe nous a ramené sur la question de l'EAC et de la SADC, la nature de l'agression que nous subissons. J'ai dit que c'est une agression qui avait en même temps des souches internes, mais surtout des souches internationales. Et donc, si aujourd'hui
l'agresseur rwandais trouve un prétexte pour ses incursions en République démocratique du Congo, que ce soit en 1996 avec l'AFDL, que ce soit en 1998 avec le RCD Goma, que ce soit en 2008 avec le CNDP, que ce soit aujourd'hui avec le M23 de nouveau, que ce soit avant cela avec le même M23, c'est parce que sous la pression de la communauté internationale, notre pays avait été contraint d'ouvrir ses frontières à des réfugiés rwandais qui sont venus avec armes et bagages en République démocratique du Congo. Je me souviens de la position du gouvernement de M. Kingo, qui avait dans un premier temps refusé, avant d'être convoqué à Paris, plutôt à Nice, par le président Mobutu, mis sous pression par la France, la même France, dont le président vient nous visiter, pour dire, vous devez ouvrir la frontière et recevoir ces réfugiés, même sans contrôle. Donc la communauté internationale a une responsabilité dans ce prétexte de l'agression. Et donc nous sommes fondés à chercher aussi des solutions qui impliquent la même communauté internationale. Nous ne devons pas avoir honte. Lorsque le mal est venu de ce côté-là, il n'est pas exclu que nous cherchions aussi des solutions auprès de ceux par qui le mal est venu, la fameuse communauté internationale. J'ai parlé de la SADC parce que nous avons eu au niveau de la MONUSCO une brigade internationale composée essentiellement d'éléments de la SADC et qui, ensemble avec les FRDC, ont eu un comportement extrêmement performant vis-à-vis des groupes armés qui endeuillent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'est pas mauvais de faire appel à cette expérience-là parce qu'elle est avérée. Elle a déjà eu lieu. Donc il n'est pas à négliger. La polémique en ce qui concerne les contrats sino-congolais, je pense que l'inspecteur général des finances avait interpellé les autorités chinoises. Ce sont les Chinois qui ont été mis sur la sellette. On a posé la question aux Chinois de respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de la République démocratique du Congo. À la fin de l'exercice, l'inspection générale des finances, dont c'est le travail, se rend compte qu'ils ont au contraire accumulé les bénéfices de cet accord au-delà de ce qui a été convenu entre les deux parties, c'est-à-dire la RDC et le groupe des entreprises chinoises, et la République démocratique du Congo n'a eu que la portion congrue. C'est le rôle de l'inspecteur général des finances de poser cette question. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce que des acteurs congolais réagissent à cette interpellation de l'inspecteur général des finances. C'est à la partie chinoise à nous expliquer, parce que c'est avec la Chine que la République démocratique du Congo a conclu cet accord. Il appartient à la Chine de nous expliquer comment il se fait que aujourd'hui, elle se trouve pratiquement la seule à bénéficier d'un accord qu'au départ, nous voulions tous gagnant-gagnant. Et donc, nous attendons de la Chine que cette réponse nous vienne. Ce n'est pas un débat entre Congolais, c'est un débat entre la République de Chine, populaire de Chine, et la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'en pense. Donc, il y a des polémiques dont nous pouvons nous passer. L'inspection générale des finances a fait son travail. Quant aux propos qui sont attribués à M. Corneille Nangaa, de deal pour faire passer le président Tshisekedi,
J'ai lu ça, je n'ai pas cru. Moi-même, vous me direz si c'est vrai. Mais si cela est vrai, quelqu'un qui s'est comporté de cette façon-là devrait en répondre devant les cours et tribunaux, lui-même. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? S'il reconnaît lui-même d'avoir manipulé le processus électoral dont il avait la charge, il doit en répondre devant les cours et tribunaux. J'ai mis ça sur le compte de ces légendes d'infamie qu'on répand dans les réseaux sociaux, mais s'il l'a dit effectivement, il devra en répondre devant les cours et tribunaux. Parce que c'est une forfaiture que d'être président de la Commission électorale nationale indépendante, de commettre une telle forfaiture et de venir s'en gargariser devant l'opinion sans avoir à en rendre compte devant la justice. Ça, c'est quelque chose qui dépasserait mon entendement. Donc, je préfère me réserver sur cette question. Si cela est vrai, eh bien, la justice a du travail à faire avec celui qui revendique cette forfaiture. La question suivante avait trait à la prorogation de l'enrôlement qui risque d'aller vers le glissement. Je ne sais pas si le fait de mettre la zone centre de l'enrôlement dans la même position que la zone ouest peut nous amener au glissement. Nous parlons de 10 jours. 10 jours seulement. Je ne sais pas si cela va nous amener au glissement. Mais en admettant que cela nous amène au glissement, je pense qu'il y a des principes dans l'organisation des États qui doivent impérativement être respectés. Et j'en ai cité un. L'égalité de tous les citoyens devant la loi et devant les services publics. Si cela doit amener au glissement, que cela amène au glissement. Mais nous avons le droit de revendiquer un traitement égalitaire. On a donné 25 jours de prorogation à l'ouest, on doit donner 25 jours de prorogation au centre et on devra donner 25 jours de prorogation à l'est. Voilà comment on traite les citoyens d'un état de droit. C'est tout. On ne peut pas dire que pour éviter le glissement, il faut discriminer les gens du centre, discriminer les gens de l'Est parce qu'il faut éviter le glissement. Non. À ce moment-là, nous aurions la qualité de citoyens que les gens de l'Ouest. Ceux du centre n'auraient plus de droits et ceux de l'Est n'auraient plus les mêmes droits. Non, ça je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ma façon de lire le droit à ce niveau-là. Enfin, la question de Centrale TV pour la création d'un impôt. Pourquoi pas augmenter le budget? Je lui répondrai que nous avons déjà augmenté le budget. Nous sommes passés, je pense, à plus de 15 milliards de dollars. Mais il me semble qu'une guerre comme celle-là, qui va prendre beaucoup de temps, va nécessiter encore beaucoup plus de moyens. Plus de 15 milliards, un peu plus de 10% de 15 milliards pour les forces armées. Ça vous fait peut-être un peu moins de 2 milliards pour les forces armées. Est-ce suffisant pour faire face, non pas à M. Kagame et à son pays, parce que Kagame, j'ai dit que c'est un courtier, mais aux puissances qui sont derrière M. Kagame, qui fournissent des armes, dont on a eu une description assez imagée par Mme Keïta, la responsable de la MONUSCO, et même par le secrétaire général des Nations Unies, qui ont dit qu'il s'agit d'un armement qui est même au-delà de celui de certains États. Donc vous comprenez qu'il y a une forte coalition internationale qui est aujourd'hui en train d'essayer de faire main basse sur notre pays. Il nous appartient de réunir les moyens nécessaires pour faire face à cette coalition. Et si en plus de l'augmentation du budget que nous avons voté dernièrement, il faut un effort spécial, c'est ça que moi je vais demander comme député, avec mon groupe de députés,
pour que nous puissions lever un impôt spécial, puisque nous avons affaire à très forte partie. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. La partie chinoise peut revenir à la raison telle qu'elle a été interpellée par l'Inspection générale des finances et accepter d'exécuter de bonne foi ses engagements avec la République démocratique du Congo. Les chiffres ont été donnés. Et si tel n'est pas le cas, je pense qu'il n'est pas de mauvaise politique de pouvoir revisiter un contrat de cette nature-là qui implique la mise à disposition d'un partenaire extérieur de notre principale ressource économique, c'est-à-dire nos ressources minières. Donc il y a deux alternatives. Soit Pékin accepte d'exécuter de bonne foi les engagements qu'il a pris et qui ont été rappelés lors de cette communication de l'Inspection générale des finances, soit il estime que, pour une raison ou une autre, il ne peut pas s'impliquer dans cette exécution et il n'y a pas d'autre alternative que de procéder à la revisitation de ces contrats pour permettre à la République démocratique du Congo d'y trouver son compte. En ce qui concerne le président de la République, candidat à sa propre succession, vous demandez que je puisse m'étaler sur son bilan qui pourrait justifier qu'il soit candidat à sa propre succession. J'ai pour habitude de faire chaque chose en son temps. Nous ne sommes pas encore au moment de la campagne électorale. La candidature du président de la République n'est pas encore quelque chose d'annoncé officiellement au niveau de la commission. Nous ne connaissons pas encore tous les candidats. Il y a des gens qui disent qu'ils seront candidats. On nous donne généralement une période déterminée pour cette campagne électorale. Pour l'instant, le travail que nous sommes en train de faire dans ces opérations préélectorales, c'est le travail d'enrôlement des électeurs. Donc, je serai à côté même de la loi en me livrant à la campagne électorale. Nous ferons une campagne électorale pour notre candidat qui sera le président parce qu'il a le droit de faire 2 mandats, mais lorsque le moment sera venu. Pas maintenant. Pas maintenant. Nous préparons cette campagne et puisque nous reprochons à certains de se livrer à une campagne anticipée, nous n'allons pas nous-mêmes faire ce que nous reprochons aux autres. Nous attendons que ce moment puisse venir. Pour l'instant, il y a du travail encore à faire. Nous n'en sommes pas encore à la campagne électorale qui dure tout un mois. Nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque le moment sera venu. S'agissant de l'union sacrée, c'est un concept que le président de la République avait créé au regard des difficultés qui ont entouré les relations entre la majorité parlementaire de l'époque et la majorité présidentielle qu'il incarnait. Nous avons partagé cette analyse et de plus en plus de gens ont rejoint ce concept de l'union sacrée, c'est-à-dire d'un regroupement de tous les Congolais de bonne volonté autour de la vision politique du président de la République. Faut-il transformer ce concept en une plateforme électorale? Je vous dirais que des réflexions ont déjà commencé. Dans ce sens, il y a des réflexions qui ont commencé, qui n'ont pas encore abouti à une quelconque conclusion. Prenez votre mal en patience, vous serez informés lorsque les conclusions de ces réflexions arriveront à leur terme, vous serez informés de ce qui sera décidé et de la forme que prendra l'union sacrée à ce moment-là, si elle reste
ce simple concept de, on va dire, protestation à la mauvaise gestion des relations entre les deux majorités de l'époque par rapport au nouveau concept auquel vous faites allusion d'une plateforme électorale qui viendra en son temps. On vous l'expliquera peut-être bien avant même qu'on annonce le dépôt des candidatures au mois de juin, mais nous sommes en pleine réflexion